Deuxième vidéo sur un point technique parce que vous avez des tas de petites astuces utilisées pour faire croire que des notions existent ou n'existent pas ou ne sont pas définies correctement dans le combat politique sur Twitter et donc j'ai clarifié les positions et les astuces de langage et les escroqueries. Donc déjà, premièrement, il faut savoir, moi je suis apolitique, hein, je suis plus qu'apolitique, je suis même quasiment indifférent aux bagarres politiques, parce que je pense qu'en réalité, c'est assez complexe. Vous avez l'économique, vous avez une espèce de lutte des classes maintenant dans le système européen, c'est-à-dire que une partie des élections se joue beaucoup sur l'économique, même si ça ne se voyait pas, mais depuis des décennies. Et ensuite, vous avez des discours visant à vendre du communisme sans avoir je ne dis pas que le communisme est vrai ou faux, je dis que la façon d'argumenter du socialisme et du communisme consiste à le vendre autrement qu'en argumentant de manière économique, en passant par voilà. Et ensuite vous avez l'islamo-gauchisme, tout ça, donc je vais clarifier tout ça. J'ai surtout 3 vidéos que je vais mettre, qui sont pas de moi, hein. Il y a une d'Ouria Boutelja, une de l'Humanité, puis une troisième, je sais pas, je viens de les récupérer à l'instant. Donc Ouria Boutelja dit que c'est de la traîtrise que de ne pas voter LFI quand on est racisé. Voilà. Et puis elle fait tout un laïus, on connaît Ouria Boutelja. Donc elle explique, on est en guerre, et quand tu es en guerre, t'as pas le temps de... Voilà. Donc c'est un premier postulat. Il y a une vidéo de gens de l'Humanité, donc avait mi-humanité, mi-LFiste, où un mec dit, voilà, les juges, alors les juges d'instruction avaient retenu, je crois, je sais plus dans quelle affaire, hein, dans l'affaire de Thomas, il me semble, mais je ne sais plus exactement ce que c'est que cette affaire de Thomas. Enfin, en tout cas, moi, avec mes outils, j'avais bien détecté du racisme anti-blanc, mais en fait, bon, encore une fois, je suis pas influenceur ni militant. Et là, l'Humanité se réjouit que les juges d'instruction avaient retenu le racisme anti-blanc, les juges, je sais plus comment ça s'appelle, qui vont trancher en cours d'assises, ont décidé de ne pas retenir ce point-là. Alors après, je sais pas si le fait qu'ils ne le retiennent pas fait que ce sera discuté ou pas, hein, voilà. Et la troisième vidéo, c'est une déclaration de Rima Hassan et de quelques autres disant que il faut éliminer les blancs de LFI. Voilà. Bon, en résumé, on va pas se mentir. Voilà. Donc moi je prends pas position, je m'en fous, je vais juste repréciser. Premièrement, la notion de racisme, elle est indépendante. Ah oui, et quatrième, ce qu'il faut savoir aussi, hein, je rappelle, c'est que le CNRS a été envahi dans les milieux littéraires par du militantisme communiste dans les années environ 75 à 2000. Il fallait quasiment avoir sa carte du PC pour... Enfin bref, c'est connu, hein, c'est un truc vraiment secret, c'est devenu un peu moins assumé, mais ce qui a donné une université très en fait militante, c'est un parti politique. Dès que vous n'êtes pas en maths, en sciences, vous vous retrouvez, en fait, c'est comme si vous alliez discuter avec des députés engagés au PC ou au PS ou dans des mouvances comme ça quand vous vous retrouvez. Ce qui permet ils ont leur journal aussi, ils avaient, je sais pas, qui est Libération, etc. Donc ça, pareil, moi je suis pas là pour juger, mais c'est quelque chose que les gens savent pas. Ils voient, parce qu'en fait ça permet à Libération de dire des travaux de machin, des travaux de trucs, vous voyez. Et quand vous lisez ça, il faut comprendre des travaux de Mathilde Panot, des travaux de je sais pas moi, de Benoît Hamon, hein. Faut pas voir des gens qui se prétendraient universitaires comme des personnes neutres qui ont fait des travaux. Ça c'est bidon. Voilà, nous en tant que scientifiques, on sait que c'est bidon. Ça ne veut pas dire que les scientifiques sont pas engagés, mais enfin je veux dire, on sait que les milieux universitaires sont eux carrément militants. Pourquoi? D'ailleurs ils l'avaient dit eux-mêmes, hein. Ils avaient dit si on s'inflige une neutralité, on se tire une balle dans le pied dans la révolution antilibérale. Tout simplement. Donc ils ont dit c'est tout à fait normal qu'on utilise l'université et des postes. Après tout, ils n'ont qu'à pas nous recruter s'ils veulent pas des articles. Donc un article de recherche en sociologie en général, c'est un article de propagande politique. Voilà. Maintenant, est-ce que la droite, elle, a des défauts? Elle en a 1 milliard, et je les ai déjà décrits. Mais bon, elle n'est pas implantée dans les universités, elle n'est pas... Voilà. Parce que, bon, en général, ils sont implantés dans le milieu du business, plus, voilà, c'est banal, chacun va dans son... Maintenant, quelles conséquences ça a? Ça a qu'en fait, le vocabulaire est trafiqué par le socialisme antilibéral, on va dire. Ils l'ont dit eux-mêmes, hein, ils ont dit si vous trafiquez pas le langage, vous vous privez d'une arme. Donc la notion d'inégalité, par exemple, la notion d'injustice et la notion de souffrance et de malheur, ils vont tout faire pour les amalgamer. Pourquoi? Parce que ça permet de vendre la solution proposée dans l'énoncé du problème. Au lieu de dire Monsieur Dupont ou Madame Durand a souffert, ils vont dire Monsieur Dupont ou Madame Durand a été victime d'injustice. Sous-entendu, une société qui met plus de moyens dans la justice
vous voyez, c'est un slogan mensonger, enfin c'est une escroquerie. Je dis pas que c'est faux, mais ça a aucune raison d'être vrai. Voilà. Sous-entendu, investir dans la justice va permettre à Monsieur Dupont de soulager ses souffrances et à Madame. Or, c'est faux. A priori, il n'y a pas de lien entre souffrance et injustice. Vous avez une grande partie des souffrances humaines qui sont dues à des problèmes techniques, hein. À des bugs, à des dysfonctionnements, etc. Mais pour prendre le pouvoir politique, il faut expliquer qu'il y a un ennemi. Et que l'ennemi, c'est le libéralisme, que le libéralisme prône les inégalités et que ces inégalités engendrent des souffrances. Voilà. Et alors, cette technique verbale de remplacer malheur par injustice ou par inégalité a été littéralement toute la stratégie de la gauche économique, là j'entends, hein. Je suis en train de parler de la gauche économique, on n'était même pas dans les valeurs ou un débat sociétal, pour faire passer l'idée de la redistribution monétaire, redistribution des richesses, etc., c'est-à-dire l'égalité, voilà. Donc en associant le mot inégalité à diverses souffrances, ben, ça appelle à dire nous proposons l'égalité, mais en fait c'est une égalité économique qui est proposée, donc c'est une escroquerie tout simplement, parce que en général vous avez beaucoup de souffrances dénoncées par les gauchistes, qui passent à la télé, par les militants, on voit pas trop le rapport avec les inégalités économiques, mais eux ils le disent, voilà. Ensuite, oh là 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 là, je vais voir un tracteur, je le vois dans mon rétro, ça va faire du bruit, je vais laisser passer. Ensuite, dans la ligne stratégique, il fallait aller plus loin. Donc, quand vous dites « je dénonce les inégalités », pour faire croire que c'est l'égalité, ou je dénonce les injustices et les inégalités, pour faire croire que la solution technique c'est plus de justice, plus d'égalité, alors que ce ne sont pas des solutions, ce sont des buts. Okay, mais vous les faites, en positionnant comme ça ces mots, vous les faites apparaître comme des solutions et non pas comme des buts à atteindre. Il fallait aller plus loin. Donc, l'adversaire politique est devenu un criminel. Il est raciste, etc. Voilà, ça a été en gros le tournant des années 2000. Après, vous avez l'arrivée de l'islam dans l'équation. Alors, c'est compliqué, j'ai déjà fait des vidéos entièrement dédiées à ça. Donc, je rappelle, l'islamo-gauchisme, s'il y a une notion qui est vraiment parfaitement définie. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que je renvoie aux 3 mecs qui ont piqué le mot de passe du CNRS. Je rappelle qu'ils n'avaient pas du tout la caution du CNRS, mais ils avaient accès au mot de passe. Pour dire, la notion d'islamo-gauchisme n'a pas de sens, elle n'est pas étudiée chez nous. Donc, en réalité, ces gars-là n'avaient pas... ensuite, le CNRS a étouffé l'affaire, mais il n'était pas du tout content. Voilà. C'est pas qu'il n'était pas d'accord, c'est qu'il n'était pas du tout content que quelques mecs se soient arrogés l'utilisation d'un mot de passe pour balancer un communiqué au nom de toute l'institution. Parce que le CNRS ne communique pas, tout simplement. Donc dès que vous voyez un communiqué du CNRS, vous pouvez être sûr qu'il y a eu un hold-up. Voilà. Dans un sens ou dans l'autre, hein. C'est pas, voilà. Le CNRS n'est pas une structure qui va émettre des communiqués, si ce n'est éventuellement alerter sur un astéroïde qui s'approche, des trucs comme ça. Donc l'islamo-gauchisme, c'est une des notions les plus précises et les plus claires et évidentes et limpides. C'est l'alliance de l'anticapitalisme, hein, de la lutte contre le libéralisme et le capitalisme, avec le djihad, une vision du djihad tonique, efficace, pour renverser les libéraux. Et sur quoi c'est fondé? C'est fondé sur l'idée que le prolétaire occidental s'est ramolli, à cause du crédit. Hein, pas à cause de tout un tas de choses, mais en grande partie à cause du crédit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pauvres peuvent vivre comme des riches en empruntant de l'argent, acheter leur maison, la payer sur 30 ans, etc., avec de l'argent qu'ils n'ont pas. Et du coup, ça les a rendus plus tendres dans leurs revendications, enfin, c'est plus compliqué. Et ça a mis à mal la révolution prolétaire. On pense souvent que ce sont les progrès sociaux qui ont affaibli le côté guerrier de la gauche révolutionnaire. En fait, c'est surtout le crédit. Parce que les progrès sociaux, ils ont lieu c'est les mêmes que vous soyez dans un pays de droite ou dans un pays de gauche. La gauche les revendique, mais en réalité, il n'y a pas des différences. Si vous regardez la carte du monde, vous prenez un pays de droite, un pays de gauche, ils ont à peu près les mêmes structures de protection sociale. Il faut vraiment aller sur le détail, et il n'y a pas de corrélation avec qui est au pouvoir. Il y a une corrélation avec la température moyenne. C'est-à-dire que plus il fait froid, plus généralement vous avez une protection sociale et de la solidarité qui s'est installée dans les zones. C'est pareil normal parce que quand il fait froid, les gens pauvres risquent de très vite mourir et d'occuper leurs cadavres, occuper les rues. Donc, bref. Alors, maintenant, je rappelle, l'islamo-gauchisme est une notion bien définie. Je viens de le faire, mais elle est le fait des gauchistes occidentaux non musulmans. Okay, c'est eux qui appellent les moudjahidines à la rescousse. Ils disent venez, on va renverser le libéralisme et l'occidentalisme en France. Que comprend le musulman moyen? Il comprend on va renverser l'Occident, pas le libéralisme forcément. Du coup, il y a des échanges ils se forment les uns les autres, etc. Alors là, il y a un premier problème, c'est que dans la gauche, vous avez des gens qui sont sociétalement libéraux. C'est un petit peu bizarre que ce soit comme ça, le traditionnalisme étant plus souvent à droite, en France par exemple, et je crois que c'est un peu pareil dans la plupart des pays d'Europe, et donc ça se frite en interne.
Ok, par exemple, c'est plutôt la gauche qui va être LGBTiste, wokiste et tout ce que vous voulez. Et voilà, donc quand ils appellent à la rescousse, et en plus ce qu'ils veulent c'est des moudjahidines, ils veulent pas le musulman tendre et modéré, hein, parce que lui il va pas servir la révolution prolétarienne, d'autant que souvent il s'est un peu élevé dans l'échelle sociale et il risque de voter au centre ou à droite, donc voilà. Et du coup, c'est compliqué pour eux. Voilà, donc ça les amène à avoir en interne une tension extrême, menaces de mort, raquettes, enfin ça va ça tire à balles réelles à l'intérieur des mouvements de LFI, des indigènes, etc. Et vous avez tout un tas de figures comme Bouya Boutaja qui cherchent continuellement à colmater, enfin bref, voilà. Ensuite, il y a quelque chose, j'ai fait une vidéo sur le nazisme parce que c'est vraiment le nazisme qui l'a inventé. C'est mon autre vidéo sur Soral, faut-il débattre avec Soral? Alors j'ai expliqué pourquoi non, non pas pour des raisons de communication, mais parce qu'il faut lui poser des conditions qu'il refuserait, à savoir que tu peux pas arriver à débattre avec quelqu'un qui va commencer par dire mon premier postulat, c'est la théorie nazie, même si parce que dans ce cas-là tu vas discuter de quoi? Puisque tu pars du principe que c'est vrai, voilà, merci, au revoir, on discute pas quoi. Mais lui et toute la sphère antisémite et nazie, alors je rappelle, l'antisémitisme c'est un peu une banlieue de la théorie nazie qui elle est claire, alors que l'antisémitisme c'est un peu vague. Elle est définie dans Mein Kampf. Alors je parle pas de tout Mein Kampf, hein, parce que dans Mein Kampf il n'y a pas que des affirmations, il y a aussi voilà, des trucs et des machins, des paragraphes sur de la haine, de l'affectif, mais les affirmations froides de Mein Kampf constituent la théorie nazie reprise par la totalité du monde antisémite, hein, de Michel Collomb à Renoir, en passant, enfin on les a tous entendus, ils ont tous, voilà, ils la prennent comme postulat. Enfin, si tu veux organiser un débat, il faut dire ah non, attends, on va pas partir du postulat parce que toi, ce que tu vas me faire, c'est tout un tas d'argumentaires pour m'expliquer que ceci est impliqué par déduction de la théorie nazie et ceci ne l'est pas. Mais moi je viens pas discuter de ça, moi je viens pas discuter des conséquences mathématiques et philosophiques de la théorie nazie. Je viens de demander des bâtons de savoir si elle est vraie ou fausse. On va pas dire, commençons par dire qu'elle est vraie et voyons si elle a telle ou telle conséquence. Ok, parce que toute la vie de Soral et de Dieudonné, de Renoir et compagnie consiste à partir du principe qu'elle est vraie et ensuite discuter de ce qu'elle implique et ce qu'elle implique pas. Avec souvent de longues diatribes en disant tel point elle n'implique pas. Par exemple, un des grands trucs de Renoir, c'est de dire que la théorie nazie n'impliquait pas d'exterminer de manière systématique les juifs. Voilà, c'est un de leurs grands trucs. Donc ils sont accusés de révisionnisme. Beaucoup de gens ignorent qu'en réalité, c'est pour défendre la théorie nazie qu'ils font ça et que c'est pour ça que ils se font démasquer en quelque sorte par le tout venant, parce que tu vas sur leur site, tu vois la Shoah n'a pas eu lieu et 2-3 vidéos comme ça, et révisionniste donc, et tu vois ensuite 9 vidéos disant Hitler avait raison. Donc tu dis oh c'est quoi ça? Là il est pour Hitler, contre Hitler, qu'est-ce qu'il essaye de prouver? Bon. Voilà. Eh bien en fait on a le même problème, ce qui est justifié dans le combat anticapitaliste. Enfin, justifié. Eux, ils le justifient, ils le disent, ils l'assument. Mais aussi, dans l'islamo-gauchisme et avec l'islam, c'est des gens qui disent nous allons partir de certains postulats de base. Or, c'est cela même que l'adversité va remettre en cause. Hein. Donc, le musulman, typiquement, et lui, j'ai expliqué qu'il peut même pas y arriver. Il peut même pas faire semblant, simuler qu'il ne part pas de ce postulat. Contrairement aux autres qui pourraient arriver à simuler si vous voulez, mais ils le font pas. Mais le musulman, il dit moi, je pars du principe que le Coran, c'est la vérité. Voilà, c'est la parole d'Allah, la virgule près, etc. Et nous n'allons pas en discuter. C'est vraiment pas la chose dont nous allons discuter. Donc c'est ce que j'ai appelé les postulats indépassables. Et alors, ça a une conséquence, c'est que dans une théorie, vous avez les affirmations noir sur blanc écrites et vous avez le paradigme qu'on appelle le paradigme d'inférence, c'est les donc, qui sont équivalents avec des si alors. C'est-à-dire quand la personne, au cours de la discussion, elle vous dit phrase X, donc j'affirme la phrase X, donc j'affirme la phrase Y, la réalité, enfin la réalité, l'évidence même, c'est indiscutable, c'est qu'en fait cette personne, elle dit, elle l'ajoute comme postulat en parlant, alors que ce n'est pas forcément écrit dans la théorie, mais ça en fait partie parce qu'on peut identifier si X, alors Y. Ok, donc ça il faut en tenir compte parce que vous devez les identifier comme des axiomes de la théorie, et y compris les règles de grammaire de la théorie, parce que vous avez des intonations qui peuvent constituer une sorte de grammaire sonore. Donc voilà, quand quelqu'un arrive et qu'il accepte de discuter, vous dites, si tu dis que tu admets tout ce paradigme, bon, c'est pas la peine de discuter. Parce qu'en fait, je suis pas d'accord avec ta théorie. Donc quelque part, de quoi on va discuter si toi tu me dis, je commencerai par l'admettre. Voilà, je vais partir du postulat de départ, ma théorie elle est vraie, mon paradigme il est vrai. Typiquement, islamiquement, c'est inévitable, etc. C'est pour ça que vous avez des vidéos, moi j'appelle ça des CSC, vous avez des chaînes et des influenceurs musulmans comme Jésus musulman, qui fait des vidéos qui durent 2 heures pour dire en fait des évidences découlant de l'islam. C'est-à-dire que il est tellement imbibé de l'idée que le vrai est identifié au halal, le faux est identifié au haram. Je simplifie un peu parce que normalement c'est pas les mots halal et haram, hein, mais peu importe, vous allez comprendre, que quand il tape sur Majidou Kacha, enfin quand il essaye de contredire tous les gens dont il passe des extraits, dit aujourd'hui je vais débunker ce qu'a dit Majidou Kacha, en fait il démontre que ce qu'a dit Majidou Kacha est haram et il convainc tout son public musulman. Mais parce qu'il est dans le paradigme islamique.
Et le mec il se rend pas compte qu'il se tire une balle dans le pied parce que les gens de l'extérieur, ils regardent, ils se disent mais en fait, il est où le problème là? Qu'est-ce qu'il a débunké? Parce qu'en fait il n'arrive pas à sortir des arguments qui ne seraient pas puisés dans le postulat que l'islam est vrai. Et donc Majid Oukasha, lui, c'est un influenceur qui affirme que l'islam est faux et qui prétend le démontrer, enfin voilà, qui prétend faire vivre cette affirmation. Et Jésus musulman, lui, il prouve à des musulmans que Majid Oukasha est contre l'islam. Il n'y a pas besoin de faire 2 heures pour ça. Tu fais 10 secondes. C'est écrit c'est annoncé dans, voilà. Donc, en fait, c'est du vide ce qu'il va faire. Parce que s'il voulait argumenter, ce qu'il faudrait, c'est qu'on va pas supposer que l'islam est vrai dès le départ. Et on va essayer de démonter les arguments de Majid Oukasha. Mais Majid Oukasha, lui, il est honnête. Il part pas du principe que c'est vrai ou que c'est faux. Il sait pas et il argumente. Alors que Jésus musulman, l'islam est automatiquement vrai. C'est le point de départ de son paradigme, de sa façon de parler. De toute façon, il n'arriverait pas. Ces neurones, c'est le handicap islamique que j'ai décrit. Il n'arriverait pas à même se mettre à la place de quelqu'un qui n'est pas musulman. Et du coup, il fait du vide, quoi, de l'argument circulaire. Alors on a même dans la sphère, on s'est bien marré, on a publié plein de vidéos où quelqu'un explique pourquoi, quelle est la preuve que Dieu a dicté le Coran, c'est écrit dans le Coran, voilà. Ou quelle est la preuve que la Terre est plate, le Coran le dit. Donc ça, dans les mouvements platistes, c'est vraiment marrant. Ils disent la Terre est plate et d'ailleurs les livres religieux sont nos soutiens. Alors des fois, ils vont même en chercher plusieurs, vous voyez. Je vais faire, voilà, donc c'est ça que j'appelle les postulats indépassables. Et je vais terminer avec un point très qu'il faut vraiment pas oublier. Mais je vais faire une pause avant. Donc je termine sur quelques escroqueries de langage utilisées par cette mouvance activiste. Donc l'islamo-gauchisme et des musulmans militants pas forcément radicaux mais qui reprennent des disquettes pour bien comprendre. Je dis pas qu'ils ont raison ou tort de mener leur combat, mais j'explique comment pour le mener ils utilisent des techniques qu'on n'attendrait pas forcément au tournant, voilà, enfin qu'on va pas forcément envisager. Alors j'ai fait un tweet et je vais pas en parler dans cette vidéo, l'usage du troll par exemple. L'usage du troll, c'est un truc que l'adversité politique n'attend pas en fait. C'est un truc qui est sur les forums, dans les débats instantanés, mais qui n'est pas dans les trucs posés sérieux. Et hier, j'ai commenté une vidéo parce qu'il y a des gens qui disaient qu'une personne était folle, donc c'était une femme voilée musulmane qui expliquait heureusement qu'on a apporté la médecine, les maths et tout à l'Occident, nous les musulmans, hein, sous-entendu. Et ils n'avaient pas détecté que c'était donc un troll. Et il l'accusait de croire à son propos. Or, elle-même, elle croyait pas, évidemment, aux conneries qu'elle disait, c'était de la provoque, quoi, c'était même pas un mensonge injonction, là, c'était du troll déstabilisant, c'était destiné à provoquer des réponses, soit amusées, soit haineuses, soit, voilà, qu'elle se fasse traiter de folle. Comme ça, ensuite, ils peuvent dire, regardez, ils traitent de femme une femme voilée, etc. Oh là là, il y a encore... Et donc ça m'amène à reprendre comment la gauche et comment l'islamo-gauchisme, parce que c'est pas toute la gauche, il y a une gauche laïque, mais et l'islam se sont retrouvés un petit peu sur certaines techniques. Le gauchiste qui se considère comme pauvre, même quand il est riche d'ailleurs, il y a des riches à gauche qui se considèrent comme pauvres, enfin bref, il y a un peu de snobisme parfois, dit j'ai rien à perdre. Et le musulman dit la vie terrestre est un piège de Satan. Si tu essayes d'en profiter, que tu es esclave de tes passions, que tu veux être heureux sur terre, tu tombes dans le piège de Satan. Donc ça c'est une des règles d'or de l'islam. Et le musulman dit, il y a une vraie vie, mais elle est éternelle et elle se passe au paradis. Et voilà, et la priorité des priorités, nous devons tous nous unir et tout sacrifier à ça, c'est de défendre notre vie au paradis, voilà. Et de sauver les gens de l'enfer, donc de forcer nos amis à se convertir à l'islam, etc. Et après, il y a aussi forcer aussi nos ennemis, mais bon, je sais pas. Et donc, ils ont cette démarche tout le temps en tête. C'est pour ça que quand vous voyez des gens comme Rouya Boutelja et bien d'autres, qui vont éventuellement essayer de se faire passer pour des musulmans modérés, donc ce sont des islamistes, puisque l'islamisme c'est l'islam politique. Hein, donc voilà, c'est la définition du mot islamiste, c'est intervention de l'islam dans le politique. Mais modéré au sens, bon, on se comprend quoi, pas forcément salafiste, pas forcément avec des doctrines très très précises. En réalité, il ne faut pas oublier qu'elles veulent quand même, leur objectif c'est le combo paradis-enfer, aller au paradis, éviter l'enfer, etc. Et donc elles mènent une guerre en faveur de l'islam. Et dans cette guerre, la ruse, c'est d'essayer de faire oublier l'islam et de présenter les gens qui veulent renverser l'Occident comme des gens qui veulent se décoloniser les esprits et pas seulement leur pays, comme des révolutionnaires anticapitalistes, etc. Okay. Or ça, ce n'est pas vrai. Voilà, ce n'est pas vrai. Le musulman, il s'en bat les couilles complètement de la révolution prolétarienne. Il considère Marx et le mouvement marxiste comme des matérialistes athées dangereux. Parce qu'ils risquent de vous faire oublier l'enfer et le paradis. Et donc, il y a une escroquerie dans cette histoire, parce que le musulman, on va reprendre cette force, on va s'y atteler, pour faire gagner l'islam. Et donc,
vis-à-vis du grand public, la difficulté, c'est que quand vous voyez ces histoires de racisés qui se battent pour leurs droits, ces décoloniaux qui, en réalité, ce sont des gens qui se battent pour l'islam. Donc il faut faire très attention. Ça ne veut pas dire que sur le papier, dans une autre réalité, il serait possible qu'un mouvement décolonial existe. Dans un monde sans islam, par exemple, il serait possible que des pauvres et des racisés s'organisent pour lutter contre le libéralisme. Ce serait possible. Mais il se trouve que ce n'est pas la réalité de notre monde parce que l'islam a conquis cette mouvance, et bien d'autres d'ailleurs, mais entre autres celle-ci, et donc va réadapter tout le combat. C'est-à-dire que être pour l'islam, ça va devenir être contre le libéralisme. Et c'est une excellente arnaque parce que du coup, ça donne à l'islam, qui est une théorie ultra détaillée, ultra précise, qui répond à de manière fausse certes, mais qui répond à toutes les questions, un air d'être simplement une négation. Vous voyez, un refus du libéralisme, du capitalisme, de l'occidentalisme. Et c'est très dangereux parce que la plupart quand même des musulmans militants, ceux qui ne sont pas militants c'est un peu plus compliqué, mais ceux qui sont militants visent d'éviter l'enfer, visent le paradis et visent d'imposer l'islam, de gré ou de force. Ils sont aujourd'hui sur des moyens, enfin une partie d'entre eux ils veulent utiliser l'islamo-gauchisme, mais demain ils utiliseront d'autres moyens, voilà. Et donc il y a une escroquerie dans le discours. En réalité, la vraie réalité honnête, objective, c'est que tu peux très bien dire que l'islam est faux, ça ne veut pas dire que tu es libéral, occidental, etc. Voilà. Faut pas que ça t'oblige conceptuellement à rejoindre un camp économique. Il n'y a pas de lien entre l'économie et le fait de dire l'islam est vrai ou l'islam est faux. Et en plus de ça, la surface de l'islam dans l'espace des théories, c'est un point. C'est comme si vous disiez, j'affirme que Roger habite au 24 rue Charles de Gaulle à Saint-Étienne. Voilà. Et ça, c'est un truc ultra précis. Vous voyez, c'est à Saint-Étienne, c'est au 24 d'une rue bien précise, la rue Charles de Gaulle. Donc il n'y a pas... voilà, l'islam c'est ça. C'est un truc ultra précis, ultra réduit, qui n'a pas de surface. C'est-à-dire que quand on dit qu'il est vrai, on dit que Roger habite au 24 rue Charles de Gaulle à Saint-Étienne. Voilà. Et quand on dit qu'il est faux, on dit presque rien. On dit juste que Roger n'est pas à cet endroit-là, mais il peut être dans tout l'univers ailleurs, sur une autre galaxie. Ça. Juste, Roger, il n'habite pas au 24. Voilà. C'est-à-dire que quand vous dites que l'islam est faux, ça équivaut à ne rien dire, c'est une quasi-évidence. Car la seule possibilité que vous ayez tort, ce serait que Roger, il habite vraiment au 24 rue Charles de Gaulle à Saint-Étienne. Je parle d'un Roger aléatoire, hein, je parle de... Voilà, c'est-à-dire que pour que l'islam soit vrai, il faudrait vraiment que le tirage au loto, c'est gagner les 6 numéros toutes les semaines, vous voyez, bon. Et ça les gêne. Parce qu'ils veulent, j'ai déjà expliqué pourquoi ils sont addicts à l'islam, à cause de la peur de l'enfer, etc. Et donc l'idée, c'est de faire passer auprès des gens qui connaissent pas tout ça, l'islam, pour une théorie vague. C'est-à-dire, ça permet de faire croire à ceux qui la nient, qui sont aussi non neutres. Vous voyez, ils disent, c'est-à-dire qu'ils veulent mettre à égalité l'islam et le non-islam. Il y aurait pour eux, enfin c'est l'escroquerie qui est tentée, pour eux c'est comme s'il y avait une opposition entre quelqu'un qui dit que Roger a les yeux bleus et quelqu'un qui dit que Roger a les yeux marrons. Voilà. Ils veulent faire passer la dualité pour ça, alors qu'en réalité c'est une opposition entre les gens qui disent que si on tire au sort un Roger, l'islam dit que Roger habite au 24 rue Charles de Gaulle à Saint-Étienne, et ses opposants disent que Roger n'y habite pas. Vous voyez? Et l'espace est très ample. C'est un espace. En fait, les probabilités, c'est les. Voilà. Si on fait des probabilités qu'on ne prend pas d'autres arguments, c'est ça. Et donc cette escroquerie consistant à essayer d'islamiser et donc de faire habiter Roger au 24 rue Charles de Gaulle à Saint-Étienne, d'islamiser l'opposition au libéralisme, elle est très présente, et d'ailleurs les autres doivent fermer leur gueule quasiment. Voilà, et donc vous avez ces 3 vidéos qui le montrent en fait. Et puis je vais terminer en expliquant pourquoi le racisme anti-blanc existe, et, enfin, que tout ça c'est du pipeau. Les gens qui disent que ça n'existe pas, c'est du pipeau. Une notion, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus donc je vais aller très vite, une notion ne peut pas dépendre pour sa définition de ce qu'on ne connaît pas encore, ou de ce qui a besoin, où il n'y a pas besoin d'analyser l'extérieur. Par exemple, l'acte de racisme ou l'intention raciste, l'acte de racisme, c'est un acte commis avec une motivation raciste. Donc la motivation raciste, c'est d'attaquer quelqu'un à cause de sa race, supposée. Voilà. Le point barre. Donc, si quelqu'un attaque un blanc parce qu'il est blanc, il est raciste, anti-blanc. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors maintenant, vous allez me dire, les sociologues disent pas ça, ils disent qu'il ne peut pas y avoir de racisme anti-blanc parce que le racisme, ce serait soi-disant un système de domination. Mais en fait, c'est invalide comme définition puisque vous êtes obligé d'analyser le monde entier pour analyser un comportement. Donc si on vous amène un film d'une scène et que vous devez dire si elle est raciste, il n'est pas correct d'utiliser un algorithme qui devrait se renvoyer à une connaissance de l'histoire humaine pour analyser la scène. Okay, la scène, elle doit s'analyser à partir de ce qu'elle contient, elle. Et si quelqu'un attaque un blanc parce qu'il est blanc, il est raciste. Et le racisme anti-blanc existe dans la définition. Voilà. Par ailleurs, les actes de racisme anti-blanc, même si moi je suis neutre politiquement, ils sont multiples. C'est-à-dire que... mais ils seraient plutôt à comprendre comme des mécréants.
Okay, c'est-à-dire que c'est du racisme anti-mécréant, essentiellement. C'est vécu et ressenti comme ça. C'est pas une allergie à la couleur blanche. Hein. C'est que le blanc est préjugé mécréant, est préjugé occidental, efféminé, homme soja, tout ce que vous voulez, enfin le blanc, quoi. Et il est l'objet d'une haine systématique dans les populations qui prétendent voilà, ne pas être racistes anti-blancs mais révolutionnaires. En réalité, elles ont une haine systématique des blancs, elles sont dégoûtées, elles les aiment pas. Voilà. Pourquoi? Parce que la plupart préservent leur islam, en fait, leur islamité. Donc s'ils sentent qu'ils risquent les baisses de foi, ils vont se resserrer les coudes. Attention, on est en train de se faire influencer par les blancs, etc. Et donc ça génère, et par ailleurs c'est ordonné par le Coran, la haine doit être, si tu ne ressens pas de haine pour le mécréant, tu n'es plus musulman. C'est ce que dit le Coran, il takfirise, ça s'appelle takfiriser, les gens qui... Donc, vous avez un ensemble comme ça de choses qui amènent le racisme anti-blanc à exister sous forme d'une haine de l'autre, qui est le blanc, qui est vu comme efféminé, qui est vu comme mou, qui est vu comme gentil, débile, lâche, pas masculin, voilà. Donc c'est totalement, et c'est une donnée statistique massive. Hein. Les agressions contre les blancs, ce sont des agressions au titre de leur... du fait qu'ils seraient efféminés et mous et dégoûtants et on n'a pas envie de leur ressembler, ceci, cela. Nous on est virils, nous on est des hommes, etc. Et c'est islamique, hein, comme, enfin c'est imbibé, ça provient d'un paradigme de pensée islamique, d'une culture islamique. Voilà, donc déjà ça existe en termes sociologiques, c'est massif, c'est littéralement massif. On est considérés comme des êtres inférieurs, des poules mouillées et des lâches, et des gens qui tremblent dès qu'un rebeu nous parle, et etc. Hein, voilà, y compris même, bon, au niveau féminin c'est un peu plus compliqué, donc je vais pas, voilà. Mais de toute façon la définition du mot raciste, même ce que je viens de dire là, n'a pas à rentrer dans la notion de racisme. La notion de racisme, ça qualifie un acte et une motivation. Si tu connais pas une personne et que tu vois qu'elle est blanche et que ça donne envie d'aller l'attaquer, eh bien, c'est une motivation raciste et un acte raciste et point à la ligne. Ensuite, un amalgame tenté, une escroquerie tentée par le mouvement islamo-gauchiste, c'est de prendre les inégalités dues au libéralisme et d'expliquer que ce sont eux qui sont le plus touchés. Et que de ce fait, le système est raciste. Donc ça, on en revient à ce que j'ai dit au début, vous prenez des inégalités, des trucs qui ne fonctionnent pas, des injustices, et vous lui apposez l'étiquette raciste. Non, tout simplement, pourquoi je vais prendre tout simplement les Arabes et les Noirs ont moins de chance quand ils envoient un CV, etc. Pour tout un tas de raisons qui n'ont aucun rapport avec le racisme. Un, ils font peur. Est-ce que c'est justifié ou pas, peu importe, c'est qu'en tout cas la personne en face a peur. D'être agressée, d'être désobéie si elle est patronne, etc. Deux, ils n'ont pas de piston. Donc si vous comparez statistiquement des populations sans piston, vous voyez pas d'origine bourgeoise ni rien, vous verrez qu'il n'y a pas de discrimination, ou très peu. C'est simplement qu'ils se comparent avec des gens pistonnés. Qui sont de... Et donc il y a beaucoup de pistonnés parmi ce qu'on appelle parfois les Français de souche, parce que tout simplement ils ont des liens familiaux plus implantés localement, plus anciens. Tu peux pas embaucher mon fiston pendant le mois d'août, voilà, et tout marche comme ça. Et je ne suis pas en train de le défendre, mais je dis, vous ne pouvez pas qualifier ça de racisme, parce que c'est pas, il n'y a pas de corrélation établie à tout égaux, pour les mêmes atouts, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas pistonné, hein. Si vous prenez un mec qui arrive de la cité, tout ça, qui soit blanc ou pas, les chances sont pas bonnes pour être embauché sur un poste où les recruteurs attendent que la personne ne discute pas, obéisse, vous voyez, ils seront toujours méfiants. Par ailleurs, la plupart du temps, ils sont privilégiés, par exemple au McDo, Burger King, la quasi-totalité des serveurs dans les grandes villes, ils viennent du monde musulman ou du monde africain, c'est très rare de croiser, voilà. Les blancs sont considérés comme pas attirants pour la clientèle. Donc non, c'est pas, voilà. Et puis de toute façon, quand bien même il y aurait des inégalités totales, encore une fois, elles n'ont aucune motivation raciste. La peur d'être agressé, c'est-à-dire la peur qu'une personne arrive, soit trop forte et trop violente pour que tu puisses lui résister, et du coup tu vas anticiper, tu vas pas aller la fréquenter, tu vas changer de trottoir si tu vois un groupe au loin. Le fait de vouloir qualifier ça de racisme, c'est qualifier, c'est comme reprocher à quelqu'un d'avoir peur. Si t'as peur, tu vois. Les discriminations, enfin bref, tous les problèmes générés par le libéralisme qui entraînent des inégalités, évidemment ces populations-là peuvent être touchées statistiquement de manière injuste. Ok, mais eux, leur idée c'est de requalifier ça de racisme pour criminaliser l'adversité aux solutions qu'ils proposent. Parce qu'eux, ils proposent des systèmes égalitaires, très égalitaires, contraignants, et ils disent être contre, c'est criminel. Et donc ils recherchent des qualificatifs criminels, dont le qualificatif raciste. Voilà. Par ailleurs, ça, encore une fois, je le rappelle, c'est à additionner avec le fait que c'est un militantisme islamique la plupart du temps, dans ce mouvement décolonial islamo-gauchiste. Et donc c'est compliqué parce que c'est pas des, c'est pas des wokistes ou du LGBTisme pur. C'est des traditionalistes qui utilisent des disquettes et des astuces
pour gagner du terrain, mais qui ne croient pas eux-mêmes à leur truc, parce qu'eux, ils sont pour la loi du plus fort, ils le disent, ils le rappellent dans tout leur space. La notion clé, c'est la notion de Ragel. L'empathie est un défaut. Etc. C'est pas, on n'est pas sur. Donc c'est assez compliqué pour eux déjà de se fédérer, de s'entendre, ils se disputent. Il y a des tensions extrêmes. J'en ai enregistré, j'ai des pépites où on entend un mec, il s'appelle Tony Pacha, au sein d'un space LFiste. Enfin c'est son arrobase, hein, Tony Pacha. Il fait pleurer l'autre. Enfin je veux dire l'autre, il veut pas le virer, mais il a envie de le virer. Il s'aperçoit en fait que Tony Pacha est pire que l'extrême droite en fait, dans sa vision du monde, mais il est LFiste. Il est LFiste islamique. Et puis bon, lui, hein, c'est un islamiste bien carré. Mais eux, ils étaient dans le déni, ils ne le savaient pas. Enfin, ils ont toujours refusé de le savoir. Et puis un jour, Tony Pacha, il s'est mis à se lâcher en disant, ouais, mais là, vous... Enfin, il s'est mis à se mêler, quoi, de la discussion. Et l'autre a pleuré. J'en suis pas revenu faire pleurer un autre de Space. L'autre LFiste a pleuré, il n'a pas pu le virer, il a fermé le Space, il a privé tout le monde de la suite. Parce que plutôt que de le virer, il a préféré, et en fermant le Space, il avait des trémolos dans la voix. Et vous avez des tas de problèmes, parce qu'effectivement, à la base, l'islam, c'est le ragelisme. Enfin, l'islam, je veux dire, indépendamment du paradis et de l'enfer, la théorie prônée, c'est le ragelisme. Ok, c'est Ragel. C'est vive les Ragel. C'est-à-dire, c'est la théorie la plus... même la pire des extrêmes droites n'arrive pas à ce niveau du culte du Ragel. Donc, effectivement, c'est compliqué pour eux, et voilà. Et donc, cette astuce de la discrimination et tout, évidemment, c'est une disquette. Et donc, il faut en avoir conscience. Hein. Les inégalités, les injustices, elles existent. Ok, les discriminations statistiques, elles existent. C'est pas la peine de les nier. Mais c'est du libéralisme. Voilà, parce que sinon on en arrive à dire vous êtes moche, vous voulez qu'une jolie fille vous embrasse, je prends un exemple bidon, hein, et vous dites que si elle refuse de vous embrasser, elle est dans la vous dites que si elle refuse de vous embrasser, elle est dans la discrimination. Bah, c'est cette accusation là en fait qui est portée. C'est cette accusation là que ce militantisme arrive à faire porter. Voilà, bon j'arrête là parce que déjà la vidéo est ultra longue.